Vous écoutez Prédateur, le boucher de la taverne rouge prédateur, le boucher de la taverne rouge. Un livre écrit par L.P. Sicard, élu par la voix modélisée de Patrice Robitaille. Prologue. Ceux qui croupissent en prison pour le restant de leur jour, en règle générale, ont un point en commun. De l'autre côté des barreaux, ils n'ont plus grand-chose ni dans leur compte en banque, ni dans leur humble chaumière. En fait, sans doute, n'ont-ils jamais eu quoi que ce soit digne d'être défendu. Ne vole point le dépanneur du coin celui qui a des millions en banque, et ne possède guère d'armes à feu celui qui a de bons amis pour indiquer le droit chemin. Résultat, la plupart des détenus attendent leur liberté, du moins ceux pour lesquels cette possibilité brille encore au bout du tunnel, sans trop la désirer. D'autres l'idéalisent dans une sorte de fantaisie excessive, comme le font les adolescents de leur première aventure amoureuse, au point d'avoir une version de la liberté qui ne concorde en rien avec la réalité. Car la vraie liberté, en fait, elle n'existe pas. Il y a toujours un poids à notre cheville, une main qui enserre notre poignet. Il y a toujours une voix qui ordonne, un collecteur qui tape du pied. Il y a parfois un enfant qui pleure, un parent qui hurle, un ami qui souffre. La prison, on n'y entre pas lorsqu'on se fait coincer par la police et ses mythomanes à toge. Non. On entre en prison dès qu'on met un pied sur terre. Entre les murs de ciment d'une cellule et ceux de l'usine à laquelle se rend chaque matin l'ouvrier, il n'y a qu'un nom pour toute différence. L'illusion de liberté se repaît de la notion de choix. Mais tout ce que l'on choisit, en fin de compte, c'est de quelle douleur on souffre. Rien n'attend Charles Doumaille de l'autre côté. Voilà 6 ans qu'il a fait un lit de cette misère, une maison de ce béton sans fenêtre. Il passe son temps libre à s'entraîner, cherchant un réconfort dans la douleur bienveillante des muscles qui s'ankylosent. En toute franchise, Charles ne se plaint pas. Il mentirait s'il affirmait qu'il a tout perdu, lorsque le verdict de culpabilité est tombé sous le fracas du marteau de justice. Charles n'avait rien. Il n'a jamais rien eu. Toute sa vie s'est articulée autour d'une recherche de sens, d'une raison d'exister. Pas même l'amour, aussi bref fût-il, ne lui a conféré un quelconque bonheur. La drogue ne réussissait guère à engourdir ses tourments. L'argent ne faisait que les changer de place. Charles n'a jamais été heureux, et plus cette misère de l'âme se creusait, plus le bonheur des autres l'horripilait. Il a fini par développer une aversion complète pour la moindre joie d'autrui. D'aucuns l'auraient simplement traité de jaloux. Or, le mal qui le minait était plus complexe, plus profond. S'il avait pris la peine de consulter un médecin avant de passer à l'acte, peut-être lui aurait-on diagnostiqué une certaine anomalie hormonale, ou encore l'immaturité d'une zone du cortex. Mais Charles ne s'est pas donné le mal de quérir l'aide de qui que ce soit. C'était sans doute le pire de son malheur pathologique. Il en avait perdu l'envie de s'arracher à sa condition. Ainsi les jours misérables se sont succédés, identiques dans leur platitude au précédent comme au futur, jusqu'à ce soir fatidique où le vase a débordé. On dit que rien n'est gratuit dans cette vie. Pourtant, le meurtre commis par Charles Doumaille, lui, l'était entièrement. Il s'était mis à fréquenter des groupes obscurs sur Internet. Auteur de blogs louches, amateur de sous-genres de death metal comme le gore grind et le slam, artistes atypiques et autres marginaux formaient le milieu hétérogène dans lequel il frayait, un groupe d'individus réunis par l'amour de l'étrange, du morbide. Et certains de ces inconnus devinrent, peu à peu, ses amis. Du moins, il avait l'illusion de tisser des liens, que des relations se formaient au gré des partages de vidéos, de musique, de projets. Si bien qu'un soir, 2 internautes et lui se sont réunis, après avoir compris qu'ils habitaient tous la grande région de Montréal. Ils sont tous 3 montés dans le pick-up du plus âgé, puis ont roulé jusque dans la région de Lanaudière, prenant des chemins de plus en plus isolés, au bord desquels poignaient les chalets somptueux de quelques bourgeois argentés. Ils se sont arrêtés devant une jeune famille. Une fillette jouait sur la pelouse en compagnie de sa mère. Derrière leurs vitres teintées, les 3 individus fomentaient déjà un plan dont ils n'avaient qu'effleuré la teneur sur Internet. Une soif de violence, le désir de passer à l'acte. Il n'y avait aucune cible précise,
Aucune raison autre que la recherche d'une émotion. Le soir venu, le père de famille a quitté le chalet. 1 heure plus tard, toujours aucun signe de lui. Il était dimanche, en plein cœur de l'été. Il était fort probable que cet homme dût se rendre au travail, alors que sa femme et sa famille pouvaient rester là pour profiter du lac et de la forêt. Il n'aura fallu que quelques bières dans son estomac et le rire d'une fillette, que le bonheur d'autrui, éclaboussant sa misère. C'était une scène banale, comme on en voit régulièrement sans en chercher. Pour le trio, en revanche, c'était l'heure d'assouvir des pulsions. Les 3 hommes sont sortis du pick-up lorsque la nuit était bien installée. Un marteau a été tendu à Charles, qui l'a accepté sans broncher. Chancelant, ils ont atteint le chalet sous le couvert de l'obscurité. Une moustiquaire a été retirée de la fenêtre de la salle de bain, située sur le côté du bâtiment. Un à un, ils se sont hissés par l'ouverture, puis se sont laissés tomber sur la céramique. Les bruits n'ont pas semblé réveiller ni la mère ni sa fille. Le silence régnait toujours dans le luxueux chalet. Charles s'est avancé le premier dans le corridor obscur, attiré par le bruit d'une respiration régulière. Il arriva dans une chambre. La silhouette de la mère, sous l'édredon, lui était telle une offrande. Sous les chuchotements encourageants de ses partenaires, Charles a levé son bras armé. C'est alors que la mère a ouvert les yeux. Des yeux confus, vitreux, ensommeillés encore. Elle n'a pas hurlé, croyant sans doute encore rêver. Mais le marteau qui lui a percuté le crâne, un instant plus tard, n'était en rien immatériel, onirique. Il était bien réel. Charles frappa encore. 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 Il n'oubliera jamais le cri transformé en gargouillis, le rire hystérique de ses 2 comparses. Il n'oubliera jamais la folie, l'ivresse de l'omnipotence qui s'est emparée de lui. Il n'oubliera jamais le son de la boîte crânienne pulvérisée, de la matière cérébrale réduite en bouillie. Pas plus qu'il n'oubliera jamais le nombre de coups, chacun compté posément, 1 à 1. 51. La mère n'avait, au terme de cette agression sauvage, plus de visage. Plus de tête même. Des vertèbres cervicales disloquées paraissent à travers l'amas gluant de chair, de sang, de tissus et d'organes. Maman? Une petite voix s'est élevée depuis le corridor adjacent. La fillette, sa peluche au bras, s'approchait de la chambre de sa maman. D'un pas chancelant, elle s'encadra dans la porte. Les 3 hommes se regardèrent. Il n'y avait aucune hésitation dans leurs yeux, aucune nécessité d'énoncer la marche à suivre. Charles, le bras dégoulinant de sang jusqu'à l'épaule, a pivoté vers la porte de la chambre. Il ignore ce qui a terrorisé autant la petite fille, les morceaux de cervelle collés à sa camisole, sans doute. Mais elle a hurlé, comme seul en enfant sait hurler. Ce cri aura été le signe pour les 2 autres hommes de se jeter sur elle. La petite s'est débattue en vain, 4 mains la clouant sur les lattes du plancher. Qu'est-ce que t'attends? Qu'elle réveille tous les résidents du lac. Grouille, Charles, hostie. Charles a laissé tomber le marteau, s'est accroupi près de l'enfant, puis a joint ses mains autour de son cou. Fixant la fillette dans les yeux, il l'a étranglée sans une hésitation, sans réagir à ses risibles coups de genoux. Il a comprimé sa trachée jusqu'à la broyer. Des bijoux ont été volés dans le silence. Le réfrigérateur vidé de quelques collations, le cellier de quelques bouteilles. L'arme du crime a été précipitamment lancée dans le lac. De retour dans le pick-up, le conducteur a démarré puis déserté les lieux du crime sans empressement. Le trio a éclaté de rire, noyé dans une ivresse commune, un afflux d'adrénaline qui les a élevés jusqu'aux hauteurs vertigineuses d'un sentiment démiurgique de toute puissance. Charles se sentait vivant, enfin. Là où tout être sensé aurait ressenti un puissant dégoût, Charles savourait un soulagement des plus totaux. Son aversion de la joie s'était enfin désaltérée avec le sang de ces innocentes. Assis sur la banquette arrière, il a fait glisser ses mains ensanglantées sur ses lèvres, comme un avare sur un tas de pièces d'or. Cette femme et sa fille payaient la dette des 1000 autres que Charles voyait heureux depuis des années. Cette femme et sa fille, il ne les avait jamais vues avant. En fait,
Il a appris leur nom en cours, lorsque furent présentées les preuves devant une audience éplorée. Pas une larme ne fut versée par l'accusé à ce moment-là. Pas un regret ne fut manifesté. Charles était peut-être un monstre. Il n'était pas un menteur. Enfin, sa liberté n'était pas digne qu'on se batte pour elle. Une foule de spécialistes s'est penchée sur son dossier. On lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale, parmi une panoplie d'autres évaluations dont il n'a rien retenu. Ont été pris en considération, dans son évaluation psychiatrique, les multiples traumatismes issus de son enfance. Charles Dumail a en effet eu une enfance misérable. Progéniture d'un père absent et d'une mère alcoolique. Il a été battu, même violé par les amants passagers de sa sulfureuse figure maternelle. Rejeté par le système d'éducation, rejeté par ses pairs, Charles a vite trouvé refuge dans la drogue et l'alcool, longtemps cherché la paix dans la violence, sans oser en user lui-même avant cette nuit fatidique. Ce lourd passé, en revanche, n'a pas pu le disculper de toute responsabilité dans les crimes dont il était accusé. Il a plaidé coupable, sur toute la ligne, allant jusqu'à ajouter qu'il représentait un danger pour la société. Et sentence fut rendue. Depuis ce temps, Charles Dumail arpente les couloirs du pénitencier à haute sécurité de Port-Cartier, près du fleuve, sans pour autant parvenir à profiter de ses effluves ni de la mélodie des vagues pinçant les cordes des grèves. Il ne s'est fait aucun allié là-bas, pas plus qu'il ne s'est fait de rivaux. À vrai dire, Charles se tient loin de toute conversation et traîne son apathie comme les Danaïdes remplissent leurs tonneaux. Le matin du 11 juin 2003, le quotidien du meurtrier se voit bouleversé par un transfert. Une dizaine de détenus seront conduits du pénitencier de la Côte-Nord vers le centre régional de réception, à Sainte-Anne-des-Plaines. Une pareille nouvelle, pour les plus ambitieux, ou les plus crédules, selon le point de vue adopté, déroule le tapis au rêve d'évasion. Pour Charles, en revanche, cela n'envoie pas même un léger courant dans ses neurones transis par 12 années d'inertie. Lui, qui s'est accoutumé à sa routine, ainsi qu'à sa cellule, n'a pas la moindre envie de tout recommencer. Quoi qu'il en soit, il n'a pas le choix d'obéir et de suivre. C'est ainsi qu'il se retrouve, chevilles et poignets menottés, dans un autobus sécurisé. Sur le banc d'en face, un policier le surveille sans broncher. À sa droite, un panneau de métal, et à sa gauche, un codétenu connu sous le pseudonyme Haut Pastor. Charles en sait peu sur cet homme, tout simplement parce qu'il n'a jamais cherché à le connaître. Il est aussi indifférent envers Haut Pastor qu'il l'est envers les autres, bien que celui-ci soit apparemment désigné par plusieurs comme un meneur, ou du moins comme un homme qu'il vaut mieux ne pas contrarier. La cuisse grasse d'Haut Pastor effleure la sienne sur le banc d'autobus. Charles remarque du coin de l'œil que l'obèse à sa gauche l'observe, un sourire narquois sous le tracé de sa moustache. Une bruyante expiration du nez lui fait tourner la tête. « Charles Dumail, c'est bien ça ?» lance Haut Pastor avec un fort accent portugais. Les regards des deux hommes se croisent. Charles ne se contente que de hausser légèrement les sourcils, sans daigner répondre à cette question. Le sourire du Portugais s'étire néanmoins plus encore. « C'est vrai, tu es muet, Saint-Florio. » Probablement une insulte, qu'importe. Charles reporte son attention sur la paroi métallique à sa droite. À chaque virage et chaque imperfection de la 138, les chaînettes liant les menottes des détenus tintent. « On dit que tu as eu une vie minable, » poursuit Haut Pastor, probablement indisposé par le manque manifeste d'intérêt de son vis-à-vis. Pas d'amis, pas de copines, pas d'argent, nada. Aucune réaction de la part de Charles. Ce n'est pas la première fois qu'on tente de l'ébranler, de découvrir ses vraies couleurs. Pendant un court instant, seul le vrombissement du moteur meuble le silence. Le Portugais soupire. « Oh, si je suis capable d'endurer des années de prison, c'est uniquement parce que j'ai la tête pleine de souvenirs. Tu fais comment, toi, au juste? Ça te fait quoi de savoir que tu vas crever en prison sans avoir vécu, hein, Saint-Florio? » S'octroyant une pause dans son monologue, il fait claquer sa langue contre son palais, l'esprit probablement perdu dans un souvenir lointain dont Charles se fiche éperdument. N'aurait-il pas pu avoir comme voisin de voyage, au lieu de cet insole qui adore s'écouter,
David Toupin, assis un peu plus loin. Ce vieillard laconique, quoiqu'ennuyeux, sait au moins se taire. On lui a bien montré comment se fermer le clapet lorsqu'il n'arrêtait pas de répéter, à son entrée dans le centre de détention, qu'il était innocent. Imagine mourir sans avoir goûté au labareda, un porto de 50 ans, en chêne, au Pastor, sans avoir vu une salle entière s'incliner devant toi, sans avoir partagé le lit de 2 femmes en même temps, sans avoir connu l'ivresse d'un braquage réussi, sans avoir regardé le monde d'en haut, sans être reconnu, craint, respecté par un surnom. Tu emporteras quoi en enfer, toi, au juste? Aucune réponse, toujours. Or, Charles ne saurait se mentir. Son imagination vole au gré des railleries d'Au-Pastor. Il s'imagine savourer une bouteille au tout dernier étage d'un gratte-ciel en plein centre-ville, accompagné de 2 jeunes femmes nues. S'il n'a jamais désiré ces plaisirs, c'est surtout qu'il n'a jamais osé en rêver. Un homme peut se conditionner à ignorer la tentation. Il ne peut pour autant renier qu'il est un homme. Tu es jeune en plus, insiste Au-Pastor. À ton âge, j'étais encore O.K. Ça suffit, s'impatiente Charles. Au-Pastor appuie son coude sur la cuisse de son voisin, puis ricane doucement. Je savais que tu étais un humain, après tout, Simplorio. Mais t'en fais pas trop. Le porto dont je te parle, ils n'en servent qu'à la Taberna Vermelia. Tu n'aurais jamais pu y entrer. Quant aux femmes, eh bien, ces mots, ô pastor l'ignore encore, sont ses tout derniers. Chapitre 1. C. Arle Dumais relève péniblement la tête. Du gravier s'est agglutiné au sang qui macule le côté de sa tête et englue sa chevelure. Un long filet de salive rougeâtre s'étire au bout de ses lèvres, tandis qu'il s'agenouille. Autour de lui, des hommes se lancent dans des ordres avec empressement. Un relent de caoutchouc brûlé s'insinue dans les narines du détenu qui secoue lentement la tête pour reprendre ses esprits, comprendre le chaos qui l'entoure. Une tempête fait rage. De l'eau ruisselle de partout, chassant les mares de sang dont l'asphalte est gorgé. Le premier détail que remarquent ses yeux, les paupières mi-closes, est la ligne jaune marquant l'accotement de l'autoroute 138. Puis, il y a ces éclats de verre qui scintillent faiblement lorsqu'un éclair déchire le ciel. La vision de Charles se précise. Tout près de lui, un corps gît sur le bitume craquelé. Ô pastor! Il ne le reconnaît qu'à sa corpulence, car sa tête, elle, a été pulvérisée par Charles ne sait quelle force énorme. Il ne reste du visage du Portugais qu'un amas informe de poils de moustache, de peau déchiquetée et de sang. Un peu plus loin se trouve l'autobus, complètement renversé, duquel s'échappe une traînée de fumée aussi sombre que les nuages qui le surplombent, à peine visible sous les phares encore allumés. Une première voiture s'immobilise devant la scène de carnage. Un homme en sort aussitôt, pour porter secours sans doute. Il n'a pas le temps d'enfiler son imperméable qu'un coup de feu assourdissant se mêle au tonnerre. On vient de tirer un coup de feu sur ce bon Samaritain. Charles repère le tireur. Il se tient près d'un groupe d'hommes tout de noir, vêtus et cagoulés. La plupart d'entre eux se précipitent dans une voiture, stationnée plus loin. Son regard croise alors celui du tireur. Charles ne sourcille pas. Il ne se donne pas même le mal de tourner la tête et de feindre l'ignorance. Contre toute attente, le tireur s'éloigne. Son visage partiellement camouflé par une écharpe et des lunettes fumées disparaît dans le brouillard. L'inconnu rejoint ses comparses dans la voiture noire, dont les pneus crissent sur l'asphalte mouillé. D'autres détenus ont survécu. À travers l'averse, Charles ne distingue pas les traits de celui qui se précipite vers le bon Samaritain tout fraîchement abattu, et tâte ses poches, en ressort un trousseau de clés et s'empare du véhicule. Une minute plus tard, le silence retombe sur la 138. À présent seul, Charles s'étonne de ne souffrir que de quelques courbatures. Un autre coup d'œil à la carcasse déchiquetée du Portugais lui rappelle que tous n'ont pas eu cette chance. La langue de Charles Dumail nage dans un goût acide. D'un seul coup, il constate qu'il se tient à une intersection périlleuse de sa vie. S'il reste ainsi immobile, ce n'est qu'une question de minutes
avant que des policiers débarquent, qu'on pointe vers lui un pistolet et qu'on le ramène pour toujours en prison. S'il bouge, où ira-t-il? Les véhicules autour sont tout simplement inutilisables. L'autobus dans lequel on a délibérément foncé est renversé sur le côté, un de ses flancs défoncé. La voiture de police qui les escortait expulse une fumée noire, tandis que ses fenêtres blindées sont étoilées sous l'impact des balles. Plus que jamais, le temps presse. Il tente de faire un pas et s'écroule sur l'asphalte détrempé. C'est alors qu'il constate qu'on a libéré ses poignets et chevilles de leurs entraves. Qui s'est donné ce mal? Pourquoi? Le corps du policier face auquel il était assis lui apparaît soudain, près de l'autobus renversé. Charles parvient à ramper jusqu'à lui et trouve un pistolet, reposant encore dans son étui. Il n'aura même pas eu le temps de s'en munir avant d'être abattu. Charles s'en empare et poursuit ses recherches. Au bout de quelques secondes, Charles découvre un paquet de cigarettes ainsi qu'un briquet. Ses mains tremblent. La pluie rend la moindre surface glissante. Malgré les secondes qui fuient, Charles s'arrête, portant son regard vers l'horizon chargé de brume qui s'étend sur la surface du fleuve Saint-Laurent. Comme dans les vieux jeux vidéo avec lesquels il s'est amusé durant ses rares instants de plénitude enfantine, en compagnie d'amis perdus de vue depuis longtemps, Charles voudrait sauvegarder la partie de sa vie, maintenant. Si les choses tournaient mal, il n'aurait qu'à revenir ici. Mais la vie n'est pas ainsi faite. Quelque chose l'empêche de réfléchir convenablement. Tellement d'options différentes s'offrent à lui. Or, elles défilent si vite en sa conscience qu'il ne peut en saisir une seule. Charles se penche, enfonce le paquet de cigarettes et le briquet dans ses poches, puis cale la poignée rugueuse du Glock 17 dans sa main droite. Le tonnerre qui déchire alors le ciel fait miroiter sa lumière sur une surface métallique à la droite de l'homme. Ce dernier tourne la tête. Une pancarte. Terrain privé. Défense de passer. Un sentier discret s'enfonce dans la forêt d'épinette. N'est-ce pas là ce qu'il a toujours attendu sans le savoir? Charles n'a jamais su se mouler à la société comme tous les autres bons petits citoyens parfaits. Vivre en solitaire dans les bois lui apparaît tout à coup comme l'unique avenue sensée. Il n'a pas à mourir aujourd'hui. Trempé jusqu'aux os, Charles se met à courir vers l'orée des bois, aussi vite que le lui permet son corps courbaturé, jusque dans la moindre articulation. Dès qu'il gagne le sentier, il s'enfonce dans les bois obscurs, avec la ferme intention de ne plus jamais en sortir. Il n'y a aucun répit. Cette forêt dans laquelle Charles s'est engouffré n'a ni clairière ni terrain plat. Les branchages sont denses. Afin de progresser, il doit constamment avancer accroupi, se protégeant le visage de ses bras. Voilà à peine une vingtaine de minutes écoulées, et déjà le sang se mêle à la pluie sur ses bras écorchés. Seule bonne nouvelle, on ne l'a pas suivi. Hormis le tambourinement rapide, obsédant de l'averse, il n'y a aucun bruit, du moins il n'en perçoit nul autre. L'évadé continue de gravir le terrain pentu, se disant qu'inévitablement il en atteindra le sommet, tôt ou tard. Charles a choisi d'abandonner le sentier après quelques secondes. Il s'est dit que les policiers ne tarderaient certainement pas à le suivre, eux aussi. Pour l'instant, il n'a pas envie de réfléchir. Il n'a ni plan ni destination. Quant à sa toute nouvelle liberté, il la garde en lui, ainsi qu'un dessert encore emballé, se disant qu'il la savourera au moment opportun. Lorsqu'une branche lui cingle violemment la joue, il doit se retenir de décharger son Glock sur le tronc. Essoufflé, à bout de nerfs, Charles s'assoit sur un amas d'épines détrempées et s'adosse contre une pierre. À sa gauche, de l'eau s'écoule dans une petite rigole, à laquelle l'évadé s'abreuve tant bien que mal. Il fait si sombre, difficile de croire qu'on soit en plein jour. À quoi ressemblera la nuit? Cette pensée convainc l'évadé qu'il est temps de se préparer au froid et à l'obscurité complète. Dans cette contrée septentrionale, coupée du reste du monde, l'été n'a jamais été gage de perpétuelle chaleur, en particulier la nuit. Ainsi trempé du reste, Charles sent déjà le froid aiguiser ses dents sur sa peau. Charles ne s'y connaît pas du tout en survie. C'est précisément le lot du néophyte en la matière que de croire qu'il est aisé de subsister en milieu hostile. Lentement, l'évadé comprend que son séjour dans les bois
qui n'en est qu'à ses balbutiements, ne sera pas de tout repos. Tandis qu'il cherche en vain du bois sec, il sent son estomac grouiller. De guerre lasse, il se rabat sur quelques branches de résineux charriés jusqu'au rocher auquel il s'est adossé. Après une quinzaine de minutes, Charles tente de se bâtir un abri de fortune. Il appuie quelques rameaux contre le rocher, de manière à former un toit incliné. Il étend ensuite des branches fraîchement arrachées au sol, afin de constituer une sorte de matelas. D'autres branches feuillues, enfin, sont empilées sur ce toit de fortune. En se glissant à l'intérieur de l'abri, l'évadé ne peut nier qu'il s'est illusionné. Il est presque aussi inconfortable qu'auparavant. Ce toit est loin d'être imperméable. De l'eau se faufile ici et là, s'égouttant sur ses vêtements déjà détrempés. Après quelques pénibles minutes à réfléchir et désespérer, il observe le résultat de son labeur. Des branches de grosseur et de tailles inégales composent un grabat des plus pathétiques. L'écorce couverte de lichens est détrempée, rugueuse. Quant au toit, il n'en a que la forme. De l'eau s'écoule généreusement par le moindre interstice. Charles ne réussira jamais à dormir dans un endroit pareil, sans un égard même à son cœur qui bat encore à toute vitesse. Ce n'est ni sa fatigue, ni l'obscurité s'épaississant qui le convainquent de se coucher malgré tout, mais bien son corps brisé, blessé, épuisé au-delà de toute mesure. S'immobiliser, une fois l'adrénaline tombée, lui a confirmé qu'il ne s'est pas tiré de l'accident aussi indemne qu'il le pensait. Son dos lui fait mal, ses genoux aussi. Le pire demeure sans doute sa cheville. Charles retire son soulier droit, puis son bas. L'articulation est enflée. Dans la pénombre, il n'en distingue pas tout à fait la couleur, mais celle-ci est plutôt foncée, mauve, probablement. L'évadé soupire, tandis qu'une énième goutte de pluie s'écrase sur sa tête. Il range le pistolet dans son sous-vêtement, espérant le garder ainsi relativement au sec, puis s'allonge sur son lit de fortune. Les aspérités de son grabat lui font aussitôt comprendre qu'il ne trouvera aucune position confortable. Au lieu de s'endormir, Charles contemple fixement l'obscurité tel un fauve. Chapitre 2. Enflure dont souffre sa cheville s'est légèrement baie. Bien que la douleur demeure, Charles a confiance résort, qu'il sera en mesure de se remettre à marcher sans trop de problèmes. Il le faut, puisque son ventre gargouille depuis quelques heures. Profitant d'une certaine accalmie de la tempête, l'évadé s'extirpe de son risible abri puis s'étire. Il sort le carton mouillé du paquet de cigarettes, trouve celle qui semble la moins humide, puis actionne son briquet. La seule vue de la flamme le réchauffe un peu, et en prenant une première bouffée, Charles ferme les yeux. À cet instant, il ne pense pas au prochain jour, pas plus qu'il ne se rappelle les turbulences du dernier. Il observe, en lui, un vide total. Alors que d'aucuns angoissent à la seule idée de l'absence de pensée, celle-ci apaise Charles comme nul autre. Le tabac réduit en cendres, l'évadé sort le Glock, tout chaud, de son sous-vêtement et le cale dans sa poche droite. Dès à présent, il se concentrera sur la recherche d'un abri plus convenable et d'un peu de nourriture. S'il a initialement pensé réussir à survivre dans les bois, ses desseins ont rapidement changé. Hors de question de passer des mois, voire des années, dans des conditions pareilles. Soudain, sa naïveté lui paraît des plus dérisoires. D'ailleurs, Charles n'a aucune idée de quoi se mettre sous la dent. Il ne semble y avoir ici que des épinettes noires. On est bien loin des pommiers, des champs de maïs et des jardins fleuris. L'évadé n'a aucune idée du temps qui s'est écoulé depuis l'accident. À travers les branchages et les nuages, la vague lumière qui persiste dans le ciel montre des signes manifestes d'affadissement, 1 ou 2 heures avant la tombée de la nuit. Dire qu'il fait déjà si noir. Charles se remet en marche dans un environnement toujours aussi hostile, progressant avec difficulté, devant se faufiler, accroupi, entre les branches épineuses. Des mouches tournent autour de sa tête, bourdonnant près de ses oreilles. Bien vite, sa patience s'amenuise. Charles n'écarte plus les rameaux de son chemin, il les casse avec des gestes rageurs. La température chute au même rythme que son espoir de trouver un refuge pour la nuit. À chaque colline gravie, à chaque rocher contourné, il cherche une lumière, un signe annonçant la présence d'une cabane dans les bois. Mais chaque fois que des arbres,
à peine visible dans l'ombre naissante du soir. À vrai dire, il ignore où il se trouve exactement. Logiquement, s'il veut s'éloigner du fleuve, il doit se diriger vers l'ouest. Or, il sait trop bien qu'il risque d'y trouver une végétation aussi sauvage. À présent que la nuit s'est installée, Charles ne voit plus rien. Il ne distingue pas même ce qui se trouve à quelques centimètres de lui. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.